Chers amis auditeurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. François-Xavier pour vous servir comme d'habitude et je retrouve mon ami et cavalier de l'impossible, Perceval le Lorrain. Salut Perceval. Bonjour chers auditeurs, ici Perceval. Mes chers compatriotes, vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. Bref. Et ben nous avons le plaisir de retrouver un camarade qui était déjà venu sur nos ondes. Il s'agit d'un auteur, un écrivain, un poète et peut-être bientôt un homme politique. On va voir ça avec lui tout de suite. Il s'agit de Romain Guérin. Salut Romain. Bonsoir, bonjour à vous. Merci pour votre invitation. Je commence à être un habitué et je voulais vous féliciter pour votre travail parce que je suis effectivement auditeur de Radio Lorraine Enragée, étant un insomniaque, j'aime beaucoup ce genre d'émission et voilà, bravo. Eh ben, merci Romain. Et ben nous allons nous aussi faire des louanges de ton travail parce que après on va te pourrir en fait. Voilà. C'est pas grave, un petit peu aussi. Le tout c'est qu'on parle de moi, on met en Voilà. mal. Un petit peu aussi. Non, puisque nous y tenons sur nos ondes à recevoir des hommes de qualité et des gens qui sont, enfin, en tout cas qui produisent des choses belles et dans une époque assez immonde, pas qu'esthétiquement parlant, mais en tout cas qui est assez laide. Ben, c'est important de mettre les belles choses en avant. Et voilà pourquoi tu es là à nouveau. Alors, avant de parler donc de ce que tu fais, donc de tes écrits, je vais poser une première question un petit peu polémique. Puisque c'est un peu je suis un peu le méchant flic et mon camarade c'est un peu le bon flic. Ma question elle est... C'est une garde à vue en fait, Voilà, c'est pas une émission. Voilà, faut que tu t'habitues. T'as fallait me prévenir, voilà, quoi, tu vois. Voilà, François-Xavier c'est il a déjà la calvitie. J'enlève mes lacets, j'enlève ma ceinture et on va pouvoir commencer, quoi. Alors récemment, Romain, bon bah là on est en 2021, juin 2021. Bon, grosso modo, les élections présidentielles sont lancées. Tu as manifesté un intérêt pour la candidature d'un certain Eric Z. Monsieur Z. Mr Z. Et ben, donc, tu t'engages, après tu me corrigeras si je me trompe, mais tu t'engages un petit peu pour cette candidature. En quoi ce fameux Eric Zemmour est à la fois légitime? Qu'est-ce qui... pour toi, te fait penser que ce mec-là peut être gagnant en 2022? En quoi c'est un opposant autant à Macron qu'à Marine Le Pen, qu'on nous présente comme les deux candidats qui vont forcément terminer au deuxième tour? Voilà. Pourquoi Après, sur l'idéologie, à la limite, c'est une autre question, hein, pouvoir en parler. Moi, je connais pas, à la limite, très bien Éric Zemmour, parce que c'était des critiques que j'ai essuyées, genre Romain, tu serais un fanatique d'Éric Zemmour. Alors pour ceux qui me suivent, en fait, je parle jamais d'Éric Zemmour, quoi. Comme je disais, je le subis plus que je ne le suis par les vidéos d'extraits qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, maintenant qu'il est très présent sur CNews. La plupart du temps, je partage ses analyses. Comme dernièrement, j'ai vu qu'il a dit il n'y a pas d'extrême droite en France, il y a ceux qui sont pour la France et ceux qui sont contre. C'est le genre de message que j'aime bien, quoi. C'est que Marine Le Pen serait pas capable en plus de tenir aujourd'hui, vu qu'elle lutte de toutes ses forces contre ce qu'elle appelle l'extrême droite. Elle a déjà fait des purges depuis des années. Donc ça, c'est sur l'idéologie, où on peut peut-être en parler après, mais c'est notre question. Là, c'est plus stratégie. Moi, je sens qu'Éric Zemmour peut, par sa nouveauté, c'est-à-dire évidemment qu'il n'est pas hors système, nul hors système ne peut agir sur le système, enfin en tout cas c'est ce que je crois, mais il est quand même dans le système, mais pas dans le système politicien, un peu à la Macron. Et moi je vois, alors pas sur le fond, mais sur la forme, Éric Zemmour peut donner une impulsion qui va donner quoi l'occasion par des postes à prendre, quoi, tout simplement. Et je pense que il y a Éric Zemmour, mais il y a aussi les gens qui vont le rejoindre. C'est-à-dire que c'est pas Éric Zemmour, c'est qui va le rejoindre. Quand on me dit est-ce qu'il va gagner, par exemple, parce que les Français sont très défaitistes. Hein. Zemmour de toute façon va faire 2% et tout. Bah oui, mais c'est sûr que si chacun reste chez soi et qu'Éric Zemmour il est tout seul avec des Versaillais et des amis de Marion Maréchal, il fera peut-être 3%. Mais si on prend un peu cette occasion pour nous,
C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour Zemmour, mais on y va pour nous, pour sortir du bois. Alors moi, Romain, il est peut-être déjà trop... Moi, pour moi, je suis un citoyen tout à fait respectable, mais peut-être que même pour Zemmour, nonobstant la phrase que je viens de vous citer, il va trouver que peut-être je suis trop extrême et tout, ce que je ne crois pas. Mais en tout cas, il y a plein de gens, et d'ailleurs à Nancy, j'ai été très bien reçu, il y a des gens de qualité, jeunes, de 30, 40 ans, avec des idées de droite, on va dire, radicales au sens de racines, quoi, sans concession. Et je pense, moi, c'est ce que j'ai dit donc dans un direct que je fais les dimanches, là, mais qui était consacré donc à Monsieur Z, je pense que Zemmour, c'est aussi le zémourisme, quelque part, ça sera les gens qui vont le rejoindre. Alors c'est sûr que si on laisse la place aux autres, donc voilà, c'est un petit peu pour ça. Les gens qui me suivent savent que je suis pas un démocrate fanatique, je crois pas beaucoup, mais en même temps je pense qu'aussi ça a été l'excuse de de toute une mouvance de droite qui est justement pas forcément anti-parlementaire, mais qui croit pas tellement à la démocratie pour des bonnes raisons, voilà, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Ce sont les médias qui font l'opinion, donc qui payent les médias font l'opinion, donc ça c'est une critique qui est très juste et que je partage. Le problème c'est que ce constat nous a fait quitter la vie de la cité un peu, c'est-à-dire qu'on a confondu un peu le système électoral qu'on trouve légitimement assez pervers, mais il y a la vie de la cité aussi, alors qui passe malheureusement par des élections, mais pas que. On peut faire des groupes de pression, là j'en parlais avec certains amis à l'instant, je veux dire, quand il y a un maire par exemple qui prend un décret ou qui donne un financement à une association qui vous déplaît, ou qui veut mettre un camp de migrants à côté de chez vous, je vois pas beaucoup de manifs de 30 gars un peu solides qui va juste dire on est là, on est contre. Alors peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'il y aura les flics, etc. Mais en fait, on le fait pas. Donc je pense que là, c'est aussi le moyen, dans le système électoraliste, de peser et de faire peser dans la ligne et dans la politique que va peut-être mener Éric Zemmour, la vision des choses que nous partageons. Surtout qu'en plus, la campagne est une chose, et que si Zemmour est élu, c'est le début en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il aura besoin, si Éric Zemmour veut faire aussi sa politique, il a besoin, ce que j'appelle une base très large et fanatisée, mais pas au sens, on va dire, sectaire du terme ou psychologique. Il faut des gens qui soient prêts à se sacrifier aussi, parce que Zemmour tout seul, il fera rien. Mais s'il prend des décisions contre l'idéologie codominante, il faut que des gens le soutiennent. S'il décide de vider les prisons, d'échoir de la nationalité les binationaux, d'arrêter l'immigration, etc., on sait très bien qu'il aura toute une frange, certains fonctionnaires, les gauchistes, les médias contre eux, là il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des soldats, quoi. Donc voilà, c'est un peu voilà, j'ai été un peu long. Juste pour synthétiser un peu pour ce que tu dis et pour savoir si j'ai bien compris. Donc Zemmour permet à la fois de sortir un petit peu des réseaux sociaux et de la virtualité politique qui s'est un petit peu construite depuis, on va dire, une dizaine d'années pour les gens, on va dire, de droite, pour faire simple. Et dans le même temps, est-ce qu'on pourrait pas dire, ouais, mais Zemmour n'est-il pas comment dirais-je, un poster du système qui permettra à la fin, en dernière analyse, de faire perdre Marine Le Pen, qui aussi empêchera l'émergence, je sais pas, un Philippot, un Asselineau, pourquoi pas, même si Asselineau, bon, c'est encore autre chose, mais sur certains points. Non, mais alors c'est très drôle parce que, oui, alors ça c'est un argument que j'entends. Moi j'ai plus la sensation que Macron il désire Marine Le Pen que Zemmour. Enfin, je vois plus d'hostilité, ou alors simplement de sorte de silence comme méprisant, mais j'ai plus, pour moi, voilà, effectivement, alors la question intéressante, moi je ne l'ai pas forcément abordée dans ma prise de position, parce que j'en parle depuis longtemps, mais il faudrait peut-être que j'expliciterai. C'est sûr que mon soutien, voilà, en tout cas théorique, mais pratique aussi, parce que moi, s'il faut coller des affiches, j'irai, et si je dois avoir des responsabilités, quoi, je les prendrai. Mon soutien pour Monsieur Z ne va pas sans une critique de fond que j'ai pour le Front National. C'est-à-dire que moi, je pense que le Front National, le RN maintenant, parce qu'on change de nom, on vire le père. D'ailleurs, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Marie Le Pen, je trouve qu'il fait une mauvaise fin, parce qu'il soutient sa fille Mordicus, on peut le comprendre, c'est son sang. Il y a peut-être des intérêts financiers aussi qu'ils ont en commun, mais bon, quand il parle de Zemmour, comme quoi il n'aurait pas les épaules, etc. Enfin, et oui, et Marine, elle aurait les épaules, elle. Enfin bon, c'est... donc là, on n'aura pas le temps. Il faudrait faire une émission entière sur
qu'est-ce qu'a été le Front National, qu'est-ce qu'il est devenu, mais pour aller donner deux, trois petites choses comme ça, moi quand en pleine crise Covid, premier confinement, Marine, députée Code de la Nation, se prend elle-même en photo en train de regarder ses chats en direct que chez elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été prise par un paparazzi, ce qui aurait déjà été grave, tu te dis t'as que ça à foutre. Là on est en guerre, il a dit on est en guerre, on est confinés chez nous comme des cons, et toi tu surveilles tes chats. Et un mois après, si tu voulais adhérer au Front National, comme cadeau, tu avais un masque avec écrit Front National dessus. C'est pas sérieux pour moi, quoi, tu vois. Donc, mais après, il y a une critique de fond sur, je te parle même pas de ses idées, mais sur qu'est-ce qu'en interne elle a fait depuis 10 ans. Voilà. Donc effectivement, pour moi, j'estime que, le Front National, aujourd'hui, il a peut-être pas toujours été, mais il y a un pacte pour moi entre Macron et Marine. C'est-à-dire que Macron veut Marine. Et il y a, enfin principalement, voilà, principalement c'est ça. Je pense que c'est et ce côté moi qui me dérange aussi au niveau du Front National, c'est qu'il il est intimement lié, mais il n'est pas lié. Il se confond avec la famille Le Pen, et je pense qu'un parti politique doit être ouvert. C'est-à-dire qu'il nous faut un parti de droite nationale qui soit un parti, on va dire, normal, quoi. C'est-à-dire où il ne faut pas s'appeler Le Pen pour avoir des responsabilités. Et ça, c'est ce qui nous manque. Donc je le dis, moi, même si il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont encore des militants ou des sympathisants du Front National, même si j'ai un respect sans mesure pour Jean-Marie Le Pen, moi, j'estime, de ce que j'ai vu, de mes analyses, que en fait, il faut détruire le Front National pour que se réveille une nouvelle force. Et si ça veut passer par Zemmour, pourquoi pas, mais ça sera Zemmour, ou peut-être quelqu'un d'autre dans 10 ans. Mais réglons les problèmes point par point. Nous, on est en France où le Front National, on avait de l'avance. C'est-à-dire que quand Jean-Marie Le Pen est arrivé, il n'y a aucun pays européen qui avait un mouvement populiste comme Jean-Marie, et on se retrouve à 40 ans plus tard à avoir du retard. Vous voyez ce qui se passe en Italie, vous voyez ce qui se passe en Espagne. Nous, on a l'impression, enfin, on perd du temps parce que voilà, c'est une SRL de famille, et je pense que c'est pas possible. Un parti politique, ça doit être quelque chose, un bien public de certaine façon. Donc voilà, c'est les raisons. Voilà, mais il faudrait toute une émission. Alors juste pour terminer ce sujet, moi je partage vraiment ton analyse, en tout cas sur la partie, il faut quelqu'un qui permette de mettre à bas le Front National, le RN, je sais plus comment ça s'appelle, et du coup, effectivement, Zemmour ou un autre, moi je suis assez d'accord, mais la question là, effectivement, tu as vu sur les réseaux sociaux fait tes causes pour Zemmour, tu as des infos particulières qui laissent à penser qu'il va y aller par rapport à ça qu'on veut dire, alors il y a effectivement toujours une sorte de pari, parce qu'on pourrait estimer que tant que Zemmour a pas déposé les 500 signatures, il y a un calendrier, mais je veux dire, tant qu'il n'a pas déposé, il n'est pas officiellement candidat. Moi, j'aurais tendance à penser que dans sa tête, il réfléchit encore, parce que comme je disais dans ma vidéo à un moment donné, Zemmour, là, vu ses discours, etc., c'est que là, c'est quelqu'un qui a quand même une formation historique. C'est ce qui me plaît chez lui. D'ailleurs, il y a quelque chose du temps long, en fait, chez lui, que je ne retrouve pas du tout chez Marine, qu'il y avait chez Jean-Marie, justement. Jean-Marie, ça fait 50 ans qu'il te parle de démographie. Zemmour, il t'en parle la semaine dernière. Bon, c'est bien, autant qu'il en parle, mais il faut avoir le temps long, quoi. Et il l'a. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Alors, tu me disais, est-ce que j'ai des informations? Comme je te dis, moi, je pense qu'il est encore en réflexion parce que ça va impliquer des choses. Il sort de son confort. Il a 62 piges, il est au sommet de sa gloire. Là, il va se mettre en danger, lui, sa famille, mais après. Est-ce que aussi c'est quelqu'un, est-ce que ça suffit, quoi? Est-ce qu'il va vouloir jusqu'à 70 ans être sur Zemmour à raconter la même chose tous les soirs? Parce qu'il faut pas se leurrer. Je veux dire, même moi j'essaie de faire des directs revues d'actualité, de quoi on parle. Oligarchie, immigration, violence, islam, c'est bon, une fois que t'as dit ça, quoi, t'as tout dit, faut arrêter. Même les bouquins des essais, quelque part, il faudra arrêter d'en écrire, parce que, je veux dire, le constat en France, il est posé depuis Jean-Marie Le Pen. Depuis la naissance du Front National. Donc voilà. Non, j'ai des informations indirectes de première main, mais évidemment j'ai pas de contact avec Monsieur Z. J'espère qu'il lira mon livre Journal de France bientôt. Mais en tout cas, j'ai des informations très très concordantes et de première main qui dit que lui, il est déjà en campagne, quoi. Donc voilà. Et c'est un pari à prendre. C'est en même temps, je voulais aussi encourager une petite personne, Zemmour, lui montrer qu'il y a des... Parce que je pense que Zemmour, j'espère en tout cas, il s'imagine pas à quel point il y a énormément de gens dépolitisés qui sont prêts vraiment à rentrer dans un activisme politique, parce que Zemmour, en fait, donne envie... on
on a envie de le suivre. Pas moi particulièrement parce que je suis plus un artiste, donc je suis pas quelqu'un très sensible à ces mouvements de foule, etc. Moi j'y vais plus pour des raisons intellectuelles, mais je sais que les gens que je rencontre, soit ils iraient pas voter Marine, s'il n'y avait pas Zemmour par exemple, ils iraient à peine voter Marine, ou alors tu sais, genre comme ça, mais ils ont plus envie de coller, plus envie de militer, alors qu'ils disent, ah mais si c'est Zemmour, moi, je remets le... Tu sais, on repart comme un... Comme en 40. Donc ça, c'est ce que je constate, parce que voilà, c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai vu, alors après, il y va pas, tant pis, hein, on va avoir la présidentielle la plus ennuyeuse et nulle de l'histoire, hein. C'est-à-dire que là, c'est déjà, je regarde pas beaucoup quoi, les médias et tout, mais alors là, c'est tu t'enfermes dans ton bunker, on va nous ressortir la même, ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire que ils mettent Marine très haut dans les sondages pour décourager toute alternative à droite, et puis on va l'avoir au premier tour à 20, dans l'entre-deux tours, on va avoir tout, la Shoah, le Troisième Reich, le machin, et puis Macron, il y repassera. Donc si c'est ça, on va s'ennuyer. Et donc, ne serait-ce que pour ça, déjà, s'il peut foutre un peu la merde à droite, rien que pour ça, moi je prends, et histoire qu'on s'emmerde pas trop pendant un an, quoi. Tu vois, voilà, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Bon alors, ça sera la toute dernière question sur le sujet, mais après on passe à autre chose. Mais est-ce que, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, est-ce que malheureusement on se fourvoie pour un plaisir qui peut être fugace pendant effectivement les 1 an précédant la campagne, et puis après on est reparti comme en 40. Si, et c'est ce que tu commençais à dire, c'est pour ça que je voudrais juste terminer là-dessus, si d'après toi Zemmour se présente et qu'après cela donne quelque chose, que ça fout un peu le chien comme tu dis au sein de la droite, et que ça démolit une bonne fois pour toutes les républicains, etc. Est-ce que tu penses que ça c'est possible, ou alors ce sera juste un espèce de one shot spectaculaire à la Debord où ça nous a fait plaisir et basta. On sait pas, regarde, moi malheureusement la mentalité française elle est désespérante, comme je disais tout à l'heure, oui Zemmour il fera 2%, mais qu'est-ce que t'en sais déjà t'es pessimiste, mais qu'est-ce que t'en sais, je veux dire, regarde Trump, il faisait 0,1% aux primaires des républicains. Tout le monde se foutait de sa gueule. Il y a des gens qui ont dit tiens, lui il a quelque chose, c'est intéressant. Le mec a fini président des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça a donné après? C'est pareil. C'est un peu si tu me disais, parce que même là, Trump. Bon, et comme tu l'as dit, la France c'est pas l'Amérique. Mais oui, non, alors le problème, les anglo-saxons, moi je l'ai vu même, parce que j'ai des amis québécois, ils ont la montée anglo-saxonne dans ce cas-là de meilleur, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, peut-être même trop, mais qui sont enthousiastes, positifs. Tu te dis, j'ai écrit un livre, ils sont, amazing, trop bien et tout. En France, t'as écrit un livre, de toute façon, tu vas pas les vendre, t'es pas édité, puis bon, qu'est-ce qu'ils te prétendent dire que t'as écrit, enfin, tu vois, t'ouvres un business, c'est pareil, tu vas te casser la gueule, enfin bon, ça, malheureusement, c'est la mentalité française. Effectivement, qu'est-ce qu'aurait fait Trump s'il avait été battu? Est-ce qu'il serait resté dans l'opposition? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que Eric Zemmour, s'il y va, et mettons que, voilà, après il peut y avoir plein de trucs, il y va, il fait 5%, bon, c'est humiliant, tu te dis, bon, allez, j'ai essayé, il y va, il fait 20%, il peut recréer un parti d'opposition fort, donc ça c'est, une fois de plus, c'est tout dépend ce qui va se passer, mais moi je dis juste que si on n'essaye pas, moi je vais essayer de me battre pour essayer d'expliquer aux gens qu'en région, même à Paris, il y a des choses à faire, il y a peut-être quand je dis des places, évidemment c'est pas pour le pognon, quoi. Je m'adresse pas à des gens qui cherchent 3000 € par mois à rien foutre, non, c'est des places pour influer dans la politique globale que va pouvoir venir Zemmour, le soutenir, et même dans les différents postes pouvoir agir, parce que le problème c'est que là on est tellement hors système, nous pour le coup, et dans la marge, qu'effectivement à part parler, faire un peu de métapolitique sur les réseaux sociaux, quoi, c'est bien, mais à un moment donné il faudra, quitte à diluer un peu, là je m'adresse aux jeunes, effectivement quand on est jeune on est idéaliste, à diluer, mais moi je crois maintenant, je suis pas encore père de famille, mais si je l'étais, je pense que je réfléchirais encore plus comme ça, il faut quand même gérer le moins pire, et il faut préparer l'avenir aussi. C'est-à-dire que y a quand même des choses à faire. La France est une grande puissance. On va pas revenir à une France, on va dire, je pense en 5-10 ans, même si on reprenait le contrôle, à une France vraiment comme on la désirait. Mais pour moi, la France, c'est l'égout et la poubelle du monde. Donc déjà, si on peut mettre juste un coup de balai et le fait que ça sente moins mauvais, moi je prends. Voilà, c'est tout. Comme dirait Jacques Brel, faut aller voir. Hein. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ta position. On verra s'il y va. On est là ici aussi pour parler d'un de tes derniers romans, ou alors pièce de théâtre. Enfin, on va en discuter. C'est vraiment un roman. Faut pas. Non, mais tu fais bien de le dire. Mais c'est vrai que quand on le prend en pièce de théâtre, déjà que les gens sont. C'est compliqué. C'est comme la poésie. Hein. Le théâtre, c'est en particulier. Non, il y a une forme théâtrale pour au niveau du chapitrage, etc. Mais ça se lit bien comme un roman.
Et bah du coup, est-ce que tu peux tout simplement nous présenter Drôle de funérailles, donc roman que tu as sorti il y a quoi, de quelques mois? Bah là oui, j'ai sorti au mois de janvier, hein, donc ah oui, donc c'est mon second roman. De son histoire, alors. Bah oui, alors effectivement, il vient un peu là dans ma bibliographie qui est un peu naissante. C'est vraiment, bah c'est venu à moi parce que c'est j'ai une histoire de famille qui est déjà depuis très longtemps, j'entends des anecdotes, j'entends des choses, alors moi déjà ça trottait dans ma tête, tiens un jour il faudrait peut-être en faire un livre, mais bon, je faisais rire les potes, voilà, c'est tout ce que je faisais. Ma grand-mère est morte et moi je comptais pas aller en fait à l'enterrement et ma mère a insisté, donc j'ai assisté du début à la fin toute la journée. Donc déjà il y a eu l'événement en lui-même qui était voilà, tragique-comique, enfin on peut appeler ça comme on veut. Et vu que mon père, pour les raisons que vous saurez quand vous allez lire le livre, n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère, qui pour lui était morte déjà depuis plusieurs années, bah, j'ai dû lui raconter quoi. Enfin je lui ai raconté et puis il rigolait et il m'a dit tu devrais en faire un livre. Donc clairement, tu as répondu à ma 5e question, c'est clairement inspiré de ton histoire familiale. Oui, alors j'essaye de jouer si tu veux sur... On sent que tu ménages un peu certaines personnes quand tu présentes les personnages, je crois Thomas, le cousin, tu dis non, on a beaucoup d'amitié pour toi. Oui, voilà. De toute façon, j'étais obligé pour en faire un peu la propagande. Je suis obligé de dire que c'est quasiment vrai, mais j'essaye de pas dire quel point est vrai, quel point est pas vrai. Mais effectivement, voilà, je suis obligé de dire ça parce que ça correspond en fait à ma vie. Je pourrais pas dire oui, non, j'ai eu cette idée un jour et tout. Non, en fait le livre était pas prévu quoi. C'est-à-dire que j'aurais pas eu cette famille-là et j'aurais pas vécu cet enterrement-là, j'aurais jamais écrit là. Et puis aussi, j'ai voulu aussi l'écrire pour en hommage à mon père, pour le faire rire un peu aussi ma famille très proche. Pour moi aussi, faire une sorte de vengeance littéraire, parce que je considère toujours que la littérature, l'art, c'est quelque chose qui doit recycler du laid, du mauvais pour en faire quelque chose de mieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sain, normalement, l'art. Et donc, moi, ça m'a permis aussi de régler tout ça et puis d'avoir cette forme de vengeance. Alors on verra pour l'instant, bon à l'heure où on parle j'en ai vendu 300 tu vois, donc c'est bien hein, mais si un jour ce livre a un peu plus de succès, ben pourquoi pas récupérer l'héritage qui m'a été volé. Enfin non, il y a tout un côté comme ça, c'est un peu en fait un millefeuille. Même Anne France n'était pas juste un livre, c'est vraiment un objet culturel et cultuel que je voulais mémoriel même. Bah là c'est pareil et je pense que c'est toujours les livres qui traversent un peu l'histoire, c'est des livres qui ne sont pas que des livres et ben lui au-delà d'être un livre et qui veut faire rire et avec toujours une dimension politique bien sûr, c'est aussi un objet de vengeance, on va dire saine quoi, de la saine vengeance. Donc voilà en gros mais oui donc c'est effectivement, alors après il y a si tu veux, quand je l'ai écrit, j'ai été très factuel, et après, quand je l'ai mis de côté, et je l'ai repris 3-4 ans, donc pendant un an, je l'ai retravaillé, c'était très bien d'ailleurs, parce que j'avais, tu vois, il y a tendance à dire qu'on a toujours, rien ne se fait par hasard, en fait. C'est-à-dire que si j'avais vraiment conclu trop vite, ce livre aurait pas été le même, il aurait été beaucoup moins bon. Et en le relisant, au-delà du travail vraiment sur parce que pour nos auditeurs, je pense qu'ils aiment bien la belle langue, qui aiment bien Audiard, qui aiment bien cette culture populaire, j'ai vraiment essayé à ma façon voilà, de retravailler le style comme ça pour faire rire, hein, tout simplement. Mais je sais plus ce que je disais, là je parlais de ce que je me suis sur le... Ah oui, donc quand je l'ai repris, bah, je me suis aperçu que merde, au-delà de l'histoire de ma famille, il y avait des stéréotypes quoi. Enfin, je veux dire au sens tu vois sociologique du terme. Je voyais que mes oncles ils étaient voilà, ils pouvaient incarner alors déjà c'était des stéréotypes, c'est-à-dire que c'est incarné et en plus je me suis dit mais attends, c'est cette entreprise là qui a problème de succession qui a été dilapidée, ça serait pas la France aussi ça? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'héritage et de succession? Et pour la petite anecdote, j'ai vu Jean-Marie Le Pen la semaine dernière, on a fait un petit entrevue qui n'était pas prévu, mais je suis allé avec un ami là, qui a une chaîne France Studio, et quand je lui ai offert le bouquin, je lui ai dit, et dans la dédicace, donc je lui ai écrit et je lui ai dit, voilà, c'est un roman qui veut montrer que la France meurt de ses mauvaises successions. Alors évidemment, je sais pas s'il a compris que c'était aussi que ça le concernait, tu vois, mais voilà, et je me suis dit, bah, finalement, c'est parce que bon, bah, finalement, quoi, la vie de Romain Guérin, même si elle est un peu drôle, et tout le monde s'en fout. Moi, j'écris pas pour raconter mon petit nombril, mais j'ai vu que en fait, elle était au-delà du sujet de la mort, de l'héritage. On a tous des familles, des petites problématiques. Là, vraiment, entre les personnages forts et la situation, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté
2-3 trucs et extrapoler pour que ça soit encore plus universel. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai changé les noms, tu vois. Enfin, j'ai pas mis, enfin, pas les prénoms, mais les noms, déjà pour des problèmes juridiques. Si jamais il y a un oncle un peu trop procédurier, je voulais pas qu'il m'emmerde. Mais surtout aussi parce que c'est pas non plus, même si beaucoup de choses sont vraies, j'ai extrapolé certaines choses pour vraiment montrer la dimension universelle du problème, quoi. Du coup, est-ce que là on en parle comme si on avait tous lu le livre, est-ce que tu peux redire un peu le point de départ de ce livre, un peu son histoire de base sans comme je t'ai dit, là j'ai réussi. Alors moi le truc c'est pourquoi tu parlais de théâtre tout à l'heure, c'est que ce livre, une fois que mon père m'a dit il faut que tu l'écrives, j'avais un problème, c'est que quand tu parles d'une famille, c'est un peu une saga, etc. Tu vas forcément faire un truc long, quoi, et peut-être même chiant. Et moi, j'aime pas les livres longs, j'aime ni les écrire ni les lire. Voilà, j'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi, mais pour moi, un bon roman, il peut faire 200 pages, surtout aujourd'hui, hein, maintenant qu'il y a la télé, réseaux sociaux. C'est pas à l'époque où il fallait amuser la bourgeoise, donc tu pouvais faire du Tolstoï, du machin. Bon, maintenant, je pense que ça a plus, à part pour des grands amoureux de la littérature, ça n'a plus aucun sens. Or, moi, je m'adresse donc à tout le monde, donc j'ai voulu faire j'avais ce format court et rock'n'roll, et je trouve, et il me fallait une forme, quoi. Il me fallait une forme. Et tant que j'avais pas cette forme, un peu comme pour Anne France ou tout ce que je fais, moi, je pars d'abord que du concept. Il me faut au moins un concept, une forme, et après je remplis. Quitte à... Mais je pense qu'une œuvre, c'est ça. Il y a un squelette, la vie est comme ça, quoi. Tu commences à faire une maison, si t'as pas l'idée des fondations, ça sert à rien d'imaginer des trucs. Faut déjà que tu fais déjà la structure. Et donc je pense qu'en art, c'est la même chose. Et pour tout, je pense que quand t'es journaliste, tu fais un entretien, t'as déjà une ligne directrice, puis après tu vas aménager. Mais c'est normal. C'est des gens qui bossent vraiment, ils savent que ça se passe comme ça. Et il me fallait justement la structure. Et en fait, vu que quand j'ai assisté à ce putain d'enterrement, pour moi j'appelle ça comment, une farce dramatique. Il y avait du froid, il y avait du chaud, quoi. Genre t'avais envie de rire, t'avais envie de pleurer, puis t'avais envie de crier, t'avais envie de tuer des gens, t'avais envie de... Enfin, et j'ai dit, bon bah ouais, en fait, j'assiste à une pièce, et quand j'ai trouvé, si tu veux, la structure un peu théâtrale, elle consiste en quoi? C'est que je commence par la description, quoi, des personnages, comme au théâtre, mais au théâtre c'est très succinct, il y a écrit, une maladie imaginaire, c'est machin et tout. Là non, je parle vraiment à fond des personnages, donc en plus c'est là où c'est pas que je me lâche le plus, mais c'est la partie peut-être la plus rock'n'roll et la plus drôle, parce qu'ils en prennent tous pour leur grade très vite. Mais en même temps, et c'est ça que je pense assez inédit, et c'est très dur d'être inédit aujourd'hui en France, parce qu'on a tellement eu des génies et des grands écrivains, mais c'est pas juste des portraits, c'est aussi la narration commence. C'est-à-dire que c'est pas, il y a des liens entre les portraits. En fait, c'est pas genre un portrait. On peut le prendre comme ça, on revient, on dit tiens qui est lui. Mais pendant le portrait, je commence à parler de l'histoire de la famille, et donc ça m'a permis aussi d'avoir une lecture, si tu veux, divertissante, quoi. Pas dire j'aurais fait un truc plus long, 300 pages, j'aurais présenté les personnages. Là c'était vraiment ça. Et après j'ai divisé effectivement, vu qu'un enterrement c'est quand même deux choses principales. La cérémonie elle-même et l'après-midi enterrement, donc il y a 2 actes, acte 1, acte 2, et après j'ai divisé en scènes, mais quelque part c'est juste les noms, et après c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a quand même pas mal de dialogues, c'est le côté un peu vivant théâtral. Donc, et de quoi ça parle? C'est juste que je profite justement de la journée, quelque part il y a presque unité de temps, unité de lieu, enfin vous savez les 3 unités, lieu pas tellement, mais enfin bon, quasiment, mais ça se déroule sur une journée en fait, vous ouvrez le livre. Vous avez d'abord la présentation des personnages, mais avec une narration qui commence, et après on commence à 8h du matin chez mes parents, et on finit le soir chez mes parents, et je profite du déroulé, quoi, de la journée, qui elle-même est complètement dingue, c'est-à-dire que j'aurais pu écrire un livre que sur ça, pour raconter aussi l'histoire de la famille, pour que les gens comprennent pourquoi ça se passe comme ça. Donc vous me suivez moi, et moi et particulièrement mon petit frère, on dialogue toujours, il me sert un peu de... comment dire pas de faire valoir, mais justement, il me dit Romain, calme-toi, tu vois, ça, je permets de lancer des trucs un peu, tu vois, puis il me dit mais Romain, une soupape de sécurité. Une soupape, voilà, c'est plus une soupape, exactement. Et vous suivez donc, vous me suivez moi et mon frère et ma mère, mais principalement moi et mon frère, sur toute la famille, et ça permet à chaque fois qu'il se passe des choses, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans ce truc, et voilà, c'est un enterrement un peu de dingue, je profite aussi pour raconter l'histoire de la famille, donc c'est comme ça qu'on lit le livre, quoi. Alors du coup, tu faisais le lien tout à l'heure avec Anne France, et moi j'ai vu un lien immédiat entre les deux. En fait, tu nous racontes à nouveau une histoire qui a pour point de départ la mort d'une vieille dame.
Hein, dans Anne-France. Oui, ça, oui, c'est sûr. Là, j'ai pas fait exprès. Même si Colette, ta grand-mère enfin en tout cas la grand-mère du narrateur est beaucoup moins est beaucoup moins respectable d'Anne-France. Est-ce que justement c'est l'anti-Anne-France une certaine façon. Et ben voilà, c'était un peu ma question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer en fait, ça sautait un peu aux yeux le fait que voilà, le point de départ c'est la mort d'une vieille dame. Comment t'analyses ça un peu ce retour de cet archétype qui sert de point de départ, etc. J'ai pas fait exprès là pour le coup. Après, c'est pas l'anti-Anne-France parce que Colette est un personnage. Elle est présente sans être présente, mais je veux dire, ça tourne pas tout autour d'elle, quoi. Alors qu'Anne-France, c'est vraiment la narratrice, c'est vraiment sa vie, et Anne-France, c'était la France. Là, ce qui se passe plutôt avec Anne-France, c'est qu'effectivement, je peux pas m'empêcher de ne pas parler de la France, justement, quoi. Mais j'ai été un peu obligé, une fois de plus, par mon sujet, c'est-à-dire que moi, je parle quand même d'une entreprise, mon grand-père a repris c'était le petit garage de son beau-père, il y avait son beau-père et un pompiste. En 10 ans, il y avait 600 personnes. Donc on parle des 30 Glorieuses, on parle, et on parle d'une entreprise qui a compté et dans la région. Donc avec tout ce que ça implique, quand je parlais des stéréotypes et tout. Donc le parallèle qu'on peut vraiment faire avec Anne-France, c'est que bizarrement, je suis toujours obnubilé par la France, mais que quand je fais Anne-France, je la déroule sur un point de vue historique. C'est-à-dire que c'est le déroulement historique de la France, comment elle évolue, etc. Et là, peut-être que je parle de la France dans une dimension plus sociologique, quoi. C'est-à-dire plus présente, quoi. Plus actuelle, on va dire, parce que Anne-France, mais bon, là, on parle quand même un peu des années 60 quand même, mais c'est plus la France dans donc sa dimension sociologique et politique au sens. Ce que je te dis, finalement, en fait, le cœur du message, entre guillemets, parce que j'aime pas le mot message, mais le cœur, un peu, le fil conducteur politique, c'est le problème de la succession. En fait. Je pense que même politiquement parlant, on a une génération où nous, on est là, on se dit merde, la France a plus ou moins été dirigée, on était la 2e ou 3e puissance mondiale, et puis là, il y a eu un problème, quoi. C'est-à-dire que problème de renouvellement des élites, problème des mauvais choix. Pourquoi? Je l'explique aussi. Par le père, l'héritage, etc. Et puis le fétichisme des diplômes, tu vois, parce que j'en parle, je dis qu'en France on a un problème avec ça. Tu vas dans les pays anglo-saxons, et Dieu sait si je les aime pas, moi je suis très français, hein, j'ai pas de modèle, hein, je me dis pas tiens, les Anglais quoi sont mieux, mais faut reconnaître, eux t'arrives, t'as un CV où t'as pas de diplôme et t'as plein d'expérience, ils vont trouver ça génial. Ah mais t'as fait boulanger, puis t'as fait ci, ah mais toi tu dois être un mec, tu vois, tu t'adaptes et tout. Tu fais le même CV en France, ah mais t'as pas de diplôme, il le lit même pas. Et si t'as un seul diplôme et que t'as fait des métiers un peu différents, ils vont te traiter de mec un peu fantasque qui sert. En France, faut avoir un CV très pertinent, genre t'es allé en S parce que t'as voulu faire des études scientifiques, t'as eu des diplômes, une expérience, machin, là d'accord. Bon, ça c'est ce qui nous fait crever aussi, quoi, parce que on sait très bien, il y a eu des conférences un peu de... Moi c'est des choses que je sais depuis très longtemps, mais je crois que c'était Charles Gave qui avait parlé de ça, ou qui avait partagé une conférence qui disait en gros c'est une fabrique de crétins. Pourquoi? Pas de crétins au sens les gens qui ont des grands diplômes, c'est des gens qui ont des qualités intellectuelles objectives, c'est-à-dire grande mémoire, faculté d'analyse plus que de synthèse, que synthèse c'est plus quelque chose d'intuitif, donc ça c'est objectif. Mais c'est surtout des gens, et c'est pour ça que moi j'aurais voulu être en prépa pour avoir quelque part, je pense toujours aujourd'hui que la formation est quand même mieux que celle de la fac, mais en fait, vu on va dire mon tempérament, ma psychologie, j'aurais tenu 1 jour et demi, parce que je suis trop, je suis pas capable pendant 2 ans en fait, je suis pas une oie grasse, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est que intellectuellement, on a favorisé en France. On forme des chiens savants en fait. On forme des chiens savants qui sont capables de se plier à tout, parce que quand t'es passé par la prépa, à part exception, tu manges tout, hein. Macron, le Covid, le masque, pas le masque, tu manges tout. On met pas en avant les vrais talents qui sont souvent hors piste. Et d'ailleurs, les gens du monde de l'économie qui sont quand même plus ouverts en France, même en France, te disent que ceux qui ont les plus grandes réussites, généralement, même dans l'économie, hein, je parle pas de la finance, encore autre chose, c'est souvent des gens qui sont faits. Ce sont les atypiques. Commencer les marchés atypiques, mais qui sont formés. Mais ça, en France, on n'aime pas. L'école de la vie, c'est déjà fasciste. Parce que le régime républicain, les socialopes, ils nous ont dit hors de l'école, point de salut. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, non, mais on est là. Hors. Eux, dès que tu leur dis apprentissage, machin, ça y est, c'est péténiste, c'est machin. Alors que moi, j'ai appris de la vie
je crache pas sur l'école, hein. Moi, pour moi, l'école, elle doit être lire, écrire, compter. Hein. C'est tout. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est que de la propagande idéologique. Mais moi, j'ai réellement appris. J'ai une petite maxime là, parce que je suis un moraliste aussi, et dans un livre qui va sortir bientôt, qui est le recueil de ce genre de pensée, je dis l'université m'a beaucoup appris en n'y allant pas. Tu vois. Voilà. L'école buissonnière, parce que faut rencontrer les gens. Pourquoi aujourd'hui le gauchiste il est hors sol aussi? Parce que il apprend la vie dans des structures, dans des écoles, universités qui sont mauvaises ou dans des mauvais livres. Et moi j'ai évolué quand je suis allé, quand j'ai travaillé à l'usine, quand j'ai confronté ce que je pensais à la réalité des choses quand je voulais bien la voir. Donc voilà, ça parle aussi de ça. C'est finalement peu de personnes l'ont souligné parce qu'il y en a qui regardent Romain ils nous racontent leur truc, mais en fait si tu regardes bien, en fait ce livre, une fois de plus, comme Anne France, et moi j'aime bien travailler comme ça, est beaucoup plus profond que ce que moi je suis j'aime bien, et même je suis comme ça. On a l'impression que je suis pas sérieux parce que j'aime pas forcément aussi. Moi je suis quelqu'un de paillard, de machin, j'aime pas me prendre le chou, et j'ai toujours été séduit par les gens qui n'en promettaient pas tellement. Et puis tu grattes et puis t'es séduit. C'est aussi ma façon de voir et d'être séduit par les gens. Et ce livre c'est aussi ça. Je pense qu'on peut le lire très légèrement. Sur voilà, il y a des punchlines comme on dit aujourd'hui, mais au fond la structure du livre, elle parle de ce que je disais, pourquoi la France elle crève, c'est qu'elle n'a pas géré en 2-3 générations sa succession et son renouvellement des élites, en gros. Et c'est précisément, alors là c'est plus un commentaire personnel, mais c'est précisément aussi la chose à laquelle je tiens, c'est que comme tu l'as dit, il ne s'agit pas de se prendre la tête et de se prendre aussi pour une starlette, et c'est malheureusement aussi ce qui touche beaucoup de gens sur le monde, dans ce monde virtuel quoi, où on a des starlettes youtubesques, etc. machin. Et au final, ne vaut-il pas mieux un petit peu de fond, même beaucoup de fond, plus que de la forme bien travaillée et bien calibrée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous on tenait à te revoir, et tu reviendras régulièrement. C'est parce que, et ça c'est ce que je veux faire comprendre aux auditeurs, c'est qu'il ne s'agit pas de faire comme peuvent faire les médias, à savoir inviter des gens uniquement pour, grosso modo, on va faire simple, cirer des pompes et tailler des pipes. C'est pas ça. L'idée c'est effectivement de reconstituer ce qui n'existe plus, à savoir des communautés d'êtres humains, des gens qui peuvent s'apprécier, des gens qui peuvent reconnaître la valeur de l'un et de l'autre. Et tant qu'à faire, si on peut en tirer quelque chose, qui un livre, qui de la poésie, qui un reportage, qui une interview comme on est en train de faire en ce moment, c'est ça qui compte. Oui, alors après tu disais sur la forme, non, là où je sais pas, peut-être que j'ai mal compris ce que tu as voulu dire, mais tellement la forme pour la forme, c'est pas intéressant. Mais oui, la forme est pour autant importante. Mais pour nous, elle est doublement importante. C'est une discussion que j'avais, parce que en fait, ça fait depuis que moi j'ai commencé, et justement je joue sur la forme. Cheveux longs, machin, mec un peu rock'n'roll, et c'est des visages qu'on voyait pas dans la droite dite extrême. Bon, ça n'a aucun sens. Mais en fait, nous, il faudrait qu'on fasse doublement, parce que vu qu'on est mis à l'écart, on est insulté et traité de tous les noms. C'est un peu bon. Pour donner un exemple aux gens, je crois que c'est Platon qui disait ça. Il disait les gens moches sont obligés, quasiment une obligation morale, d'être polis et cultivés. Parce qu'ils sont déjà pas agréables à l'œil, il faut qu'ils le soient à l'oreille. Bon, c'est un peu comme je dis à des jeunes hommes. Si moi, par exemple, c'est vrai que j'ai toujours eu, je raconte, je suis pas un vilain garçon quoi. J'ai toujours eu un peu de succès avec les femmes, etc. Donc j'ai toujours été à l'arrache au niveau de mes fringues. J'en ai rien à foutre, parce que voilà, je mets un polo, voilà, j'ai jamais eu, et donc j'étais très grunge, quoi. J'en avais rien à foutre, et au contraire, j'allais sur la dégradation mais je dirais que quelqu'un soit objectif. Si tu vois que physiquement t'es pas très beau, tu dois, en tout cas pour les femmes, faire un double effort, beaucoup plus que le mec. Voilà. Et politiquement, nous c'est ça, c'est que non seulement on met la forme des fois un peu de côté, alors qu'on devrait en faire 2 fois plus, parce qu'on est obligé de montrer 2 pattes blanches, quoi, tu vois. Et donc moi, au contraire, la forme elle est très intéressante, mais et c'est ce que je fais. Pourquoi je fais de la belle poésie, pourquoi je fais aussi j'essaie de faire des beaux livres, parce que je pense qu'on doit on doit séduire, et on est dans une position où on doit séduire avec un rat mort dans la bouche, des serpents autour de nous et tout, que les médias nous mettent. Donc si tu veux, la forme effectivement est intéressante. Et après
sur qui ça s'adresse. De toute façon, moi j'avais bien compris que après on n'est pas à l'abri qu'un livre puisse avoir du succès, mais après c'est aussi par qui t'es lu, quoi. Un livre peut influencer une personne qui aura des grosses responsabilités ou qui va influencer d'autres personnes, mais voilà, je pense qu'en tout cas pour l'instant, mais à part Anne France qui vraiment là c'est beaucoup plus vendu et donc il y a eu des lecteurs lambda entre guillemets, mais ça a influencé beaucoup de gens. Et un livre, ça peut, moi Anne France, je l'avais aussi fait comme ça. Normalement, tu fermes Anne France, t'as envie d'aller au combat, quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça que je l'avais écrit. Oui, bien sûr. Non, mais on est tout à fait d'accord que l'esthétique est absolument importante. Pour revenir un peu sur le thème central de ton roman, alors désolé de revenir sur des questions un petit peu plus sérieuses dans le fond. C'est très sérieux tout ça. Tout à fait. Le thème central évidemment de ton livre, c'est la mort. Alors c'est marrant parce que du coup, il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, on avait interviewé Marc Obregon et Maximilien Frisch, et notamment Maximilien Frisch qui a écrit un livre qui s'appelle Apôtre de Perrette, dont le thème principal est justement la mort et des espèces de catholiques surréalistes qui font des pseudo-attentats pour rappeler aux gens qu'ils sont mortels. Alors je trouvais que c'était assez rigolo qu'on enchaîne sur toi. Qu'est-ce que tu as voulu décrire justement du rapport de nos sociétés occidentales et postmodernes à la mort justement? Après, je pense que c'est pas le thème principal, c'est c'est l'occasion. En fait. C'est voilà, la mort de ma grand-mère. Il se trouve que on va dans une église et que je compare plus à une hutte parce que ça, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, il y a une nouvelle clientèle pour l'église. C'est clair, on a l'impression qu'ils ont abandonné un peu les blancs occidentaux et qu'ils veulent ils s'intéressent plus à l'Afrique, etc. Et tu regardes même au niveau de l'architecture, putain, ça ressemble plus à des huttes africaines en béton, quoi. Non, mais c'est une réalité. Et quand j'ai vu ça, j'ai putain, ok, que j'ai compris, ils s'adaptent à la clientèle et tout. Enfin bref. Non, c'est plus l'occasion. Après, ce que j'ai aussi voulu montrer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très particulier parce que on vit plus avec la mort, quoi. Mais elle est là, elle est toujours là. Alors, elle est moins présente qu'avant. Je veux dire, avant, il y avait une femme sur 2. Il y a encore c'est les antibiotiques. Hein, ça a une centaine d'années. Avant, une femme sur 2 mourait en couche. Un gosse sur 2 arrivait pas à l'âge de 2 ans. Donc, elle était plus présente, et en plus parce qu'il y avait ce côté, il pouvait faire des veillées et tout. Maintenant, c'est très effectivement. Tu dirais à quelqu'un, ma mère est morte, on la veille depuis 3 jours dans le salon, il te prendrait pour un taré, quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu fais qu'un cadavre chez toi et tout, alors qu'avant c'était assez naturel, tu vois. Donc oui, il y a un rapport à la mort qui a changé, et puis aussi une désacralisation de tout. Alors là, effectivement, ça a été aidé parce que c'est une famille qui est déchirée, qui fait semblant de communier ensemble et qui communie pas parce qu'ils se détestent. Et qu'effectivement, ce que je décris, ça s'est vraiment déroulé, mais ça m'a aussi permis de faire toute cette critique, qui est moi, en fait, tout mon combat, au final, il est esthétique. C'est-à-dire que c'est réellement, quand je me vois en moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui t'amène même à la politique, à la morale, etc. C'est qu'en gros, l'architecture, je trouve ça laid. Derrière, il y a souvent des politiques socialopes. Le multiculturalisme, je trouve ça laid. Donc je suis contre ça. L'injustice. Mon sentiment d'injustice, il est plus proche d'un sentiment de laideur que vraiment un sens de la justice. Je trouve ça laid, l'injustice, je trouve ça laid. Donc en fait, c'est tout mon combat un peu, c'est sur une dimension esthétique. Donc moi, quand je vois l'église, les nouvelles églises, et même, je dis même au niveau de leur, si tu regardes bien au niveau de leur architecture même interne, c'est même plus des églises. Ça ressemble plus, et c'est ce que je dis dans le livre, à des hémicycles. C'est très républicain au fond. Moi, dans l'église, c'était un hémicycle. Et ça ressemblait plus à un parlement, quoi. Un parlement, un assemblée nationale. Tu parles des églises un peu qui ont été construites dans les années 60, 70, etc. Ouais, ben voilà, tout le monde sait de quoi je parle, quoi. Une église qui ressemble à un cube avec un clocher où c'est un truc de béton. Il y en a beaucoup aussi, comme je dis, qui ressemblent à des huttes. J'en ai beaucoup à Grenoble, j'en ai vu. À Mâcon, enfin bon, bref. Et bon, après, il y a des fois, il y a des gens que ça choque moins. Mais moi, je suis désolé, j'ai envie aussi d'aller dans les églises parce que je veux voir du beau, quoi. Alors même si j'ai un rapport à la foi, je parle aussi de ça dans mon livre un peu qui m'est propre, mais pour moi l'église ça fait partie c'est les plus beaux monuments de France, quoi. C'est tout. Après il y a eu d'autres choses, il y a eu des châteaux, etc. Mais pour moi c'est un refuge justement esthétique. Je vais dans une ville, je respire pas à cause des odeurs de kebab, de la pollution et de la laideur bolchevique qu'ils ont fait dans les périphéries. Je vais dans une église, je
me sens mieux. Justement, là, tu me trouves la transition toute faite. J'avais justement une question sur justement ton rapport au divin, et je vais juste lire un petit passage de la page 156 de Drôle de funérailles, qui va un peu nous éclairer sur pourquoi c'est important finalement le côté esthétique dans l'Église. Tu dis, en tout cas le narrateur romain. Oui, non mais c'est bien moi. Au fond de moi, je tentais de m'adresser à celui qui est sans y parvenir. Car s'il est bien l'être suprême que l'on décrit, j'ai peur, pour être honnête, de ne pas pouvoir soutenir la conversation. J'ai l'amour des choses invisibles, mais je pense que l'esprit humain n'a pas les outils pour esquisser ne serait-ce qu'un trait du très haut, ou du trop haut, devrions-nous dire. Mes oreilles cherchent un son dans l'infini, mais j'ai une voix d'eau dans l'âme assourdissante qui m'empêche d'entendre les voix venues du firmament. Seule la contemplation esthétique me donne l'illusion d'être en relation avec l'éternel et de me sentir un court instant seulement, un peu plus qu'un pourrissement de chair en sursis. Ça résume bien en fait. Oui, et puis je te dis, c'est ce qui finalement... C'est très difficile de rétrospectivement de savoir ce qui te forge, Bon, déjà, il faut se poser la question, la plupart des gens le font pas. Mais bon, après, c'est pas grave, on n'est pas tous... chacun... Moi, mon boulanger, s'il me fait du bon pain, pour moi, il est au même niveau que moi en fait. Moi, pourquoi je suis de droite, c'est que je veux le travail bien fait. Et je crois à une société aussi où chacun a sa place et a ses talents. Donc je veux juste qu'un écrivain ou un intellectuel fasse son boulot d'intellectuel jusqu'au bout. Le boulanger, c'est pareil. Bon, c'est juste qu'effectivement, moi, c'est comme ça. Je suis l'esthétique est finalement très centrale et implique tout le reste en fait. De façon, Et pour rebondir là-dessus, moi je l'ai mis en relation avec un passage qui est un tout petit peu plus loin, page 160. On dirait qu'il a lu le livre. C'est le travail, non mais ça c'est Radio Lorraine Enragée, c'est travail de pro. On ne dira pas qu'il l'a fini ce matin, sinon ça casserait un mais peu. Oui, mais tu l'as fait exprès pour que ça reste frais en fait, c'est pour ça. Et justement, tu parlais de ton frère. Alors moi, je trouve que le rapport entre Romain et son frère Poux, là, Antoine, est vraiment assez touchant. Moi, c'est vraiment la relation qui m'a... Voilà, bon, c'est vrai que les autres relations sont pas géniales. Avant que tu commences, c'était aussi la volonté de... Parce qu'il n'y a rien de définitif, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui crache sur la famille. Au contraire, moi je suis quelqu'un de droite, donc j'estime que de droite au sens philosophique du terme, je ne suis pas quelqu'un issu des Lumières. C'est-à-dire que je ne pense pas que le noyau de la société ce soit l'individu. Ça, c'est dingue qu'on puisse même y croire, quoi, tu vois, c'est incroyable. Non, et donc j'ai voulu... Vu que ma famille était pourrie, j'ai pas voulu avoir qu'on me mette la sensation que je crache sur la famille, alors que c'est une valeur qui est même si ta famille est pourrie, c'est ça qui est dur, quand on parlait de bien commun tout à l'heure, t'as une famille pourrie, c'est pas pour autant que la famille c'est pourri en soi, tu vois, donc, mais bon, bref. Mais dans un monde désormais d'adolescents, c'est sûr qu'on considère que la famille est pourrie, donc tout est pourri. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une petite crise, les gens reviennent vers leur famille, donc instinctivement, voilà, mais bon, bref. Et j'ai volontairement, même si c'est ce qui s'est passé dans la journée, j'ai rien inventé pour le coup, mais je l'ai quand même volontairement bien mis en avant pour justement contrebalancer l'histoire de famille détestable que mon père a eu lui, pour dire qu'il peut y avoir des belles choses aussi au sein de la famille, évidemment. Et du coup, pour revenir juste à ton frère, toujours dans ce rapport à la foi, hein, moi il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, parce que on sent que tu te laisses interroger justement. Et il dit... Ouais, pourquoi tu pries jamais, toi, Maman ? Maman, c'est ton surnom. Qui te dit que je ne prie pas ? Ça se voit, t'es plein de bonne volonté, mais on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. T'y crois pas vraiment. Et Maman répond, disons qu'en priant, j'ai plus la sensation de monologuer dans le néant que de tailler le bout de gras avec le grand Manitou. Antoine répond, Dieu entend toutes les prières. Il les entend peut-être, mais est-ce qu'il les écoute ? Ça voudrait dire quand même se coltiner chaque seconde un joli ramassis de conneries. Et s'il les écoute, est-ce qu'il y répond ? À part quelques illuminés, sincèrement, personne n'a jamais eu de réponse. Personne ne connaît le grain de la voix de Dieu. Et Antoine t'invective, homme de peu de foi, commence à faire ton chapelet et tu verras. Si c'était si simple. Simple de prier, mais il n'y a rien de plus difficile. Difficile ? Assez difficile en tout cas pour qu'un type comme toi n'y arrive pas. Oh là, tu m'embrouilles le Zuno. Enfin bref, qui mourra verra, ou pas. Tu te souviens de la chapelle qu'on a visitée plusieurs fois quand on allait en Normandie avec les parents ? Donc en fait, ton frère, il a un rapport plus simple à la fois, non ? Je crois, ouais. Après, on en a parlé comme ça et tout, mais c'est quelqu'un, c'est assez drôle, parce que nous, dans notre famille, on a une éducation, on va dire, de base, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que ma mère m'y mettait plus comme une garderie, ça lui mettait un peu de temps, et une garderie morale, au fond, quoi. Mais c'était plus, on va dire, culturel, le rapport que j'ai eu à la religion, donc baptême, effectivement, nous, le baptême, c'est toujours une occasion de célébrer ça en famille, donc communion, profession de foi.
Et en fait, en gros, dès que j'ai eu le choix, je me suis barré. Parce qu'en fait, j'étais obligé, puis j'aimais pas, en fait, j'aimais pas le... Pour plein de raisons, je comprenais pas pourquoi on me racontait les histoires de mecs dans le désert. J'aurais préféré qu'on me raconte un truc de chez moi, quoi. Enfin, j'avais pas la sensation de... Je te dis, ils avaient beau me mettre des cartes et tout, j'arrivais pas à me projeter, quoi. Je fais, putain, mais à quoi ressemblaient ces mecs? Comment ils étaient habillés? Enfin, j'arrivais pas. Au-delà du discours qui était tenu, en plus, je faisais le catéchisme par ma tante, qui était fait par ma tante, donc très vite, j'ai vu qu'il y avait une... Ta tante Marie-Noël? Ouais, voilà. Ah, celle qui faisait le caté? Bah, c'est ce que c'est dans mon frère le dit, et il dit elle suce l'évêque sans embrasser la religion, en fait. C'est une phrase un peu vulgaire pour dire de toutes ces grenouilles de bénitier qui sont là, et alors que derrière, une vie morale dégueulasse, quoi, si tu veux. Donc très vite, moi, j'ai vu qu'il y avait une contradiction entre le discours qu'on pouvait avoir et puis des mecs qui arrivent le dimanche, tout bien, alors c'est des crapules, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'était plus mon... c'était quoi la question initiale? C'était le... oui, qu'on avait un rapport différent avec mon frère. C'est-à-dire que mon grand frère comme moi, dès qu'on a donné le choix, on s'est barré. Puis ça a été plus guitare, clope, alcool, tu vois, et tout. Puis après, moi, je suis revenu à la religion quand j'ai vu qu'en fait, l'homme pouvait pas s'en passer. Donc au départ, j'étais marxiste, ouais, c'est de la merde, machin. Puis en fait, une fois de plus, éducation de terrain. J'ai vu qu'en fait, les églises sont là. J'ai vu que c'était beau en plus. Et en plus, j'ai fait beaucoup de philosophie. Je suis passé par Blaise Pascal, Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin. Donc je pouvais pas... c'était des plus grands esprits pour moi. Donc je me suis dit, si Blaise Pascal y croit, ça va pas être aussi absurde que ça, parce que si le plus grand génie, en tout cas selon Nietzsche, mais même selon moi, Blaise Pascal, c'est un des plus grands génies au monde, quoi. C'est un type, c'est un esprit incroyable. Bon, bah, si même lui, et d'ailleurs il a fait une apologétique dans les pensées, je sais pas si vous avez lu les pensées, il y a effectivement qui est admirable. Il t'explique comment la religion chrétienne, elle s'adresse aux grands esprits, et enfin... Quand tu lis ça, au grand et au tout petit. Et c'est pour ça que c'est la vraie religion, parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Enfin bon, c'est juste extraordinaire, quoi. Donc c'est ça, moi, qui m'a fait revenir. Mais ce qui est étonnant pour mon petit frère, c'est que lui, sans être influencé, parce que bon, nous, on rigole, mais j'ai jamais essayé, mon petit frère, j'essayais de le tirer vers l'eau de mon expérience, mais après, je vais même vous dire, il a soutenu Ségolène Royal c'est dit dans le livre. Il avait l'affiche, je l'ai laissé voter Ségolène Royal. Il est rentré dans les zones donc il avait pas le droit de le faire, je l'ai fait, donc tu vois ce que voilà. Mais lui, il a eu son bonhomme de chemin, quoi. C'est-à-dire que très vite, à 16-17 ans, on le voyait aller, dès qu'il a eu le permis, il allait à l'église le dimanche tout seul, il avait souvent son chapelet. Alors, je sais pas, quelle est réellement la nature de sa foi, etc. Et voilà, parce qu'on n'a pas des discussions, mais pas forcément trucs métaphysiques, théologiques. Mais voilà, et lui, il a eu ce parcours-là qui me semble sincère. Des fois, il s'en écarte, des fois, il revient. Donc, ouais, je sais pas, pour lui, il a l'air une foi plus apaisée, plus tranquille. Forcément inquiète, parce que voilà, mais... Et pourquoi il était là aussi, c'est que sur la fin, quand je dis sous la lune, le chapelet et tout, je pense que je voulais qu'il incarne aussi cette renaissance un peu de la religion que j'aspire de mes voeux, en fait. C'est-à-dire que, sans être une fois de plus théologien, je vois bien que, on en parlait tout à l'heure, le Vatican II, etc. Bon, quand on est spectateur de ce qu'ils font, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que, comme pour tout, d'ailleurs comme en politique, une minorité revienne aux racines des choses. Et lui, il a incarné un peu cette nouvelle jeunesse-là, devant en plus son frère. Comme ça, moi, j'ai jamais menti aux gens. Hein. La religion catholique, c'est mon patrimoine, c'est ma culture, c'est chez moi. Mais j'ai jamais, tu vois, je me suis jamais dit, voilà, j'ai une foi que j'ai pas. Non, mais par contre, je suis toujours inquiet, etc. Enfin, je me pose toujours des questions, mais et bon voilà, lui, j'ai voulu qu'il incarne un peu cette simplicité dans le rapport à la foi et cette nouvelle jeunesse de revenir aux fondamentaux pour repartir peut-être sur des nouvelles bases, en fait. Alors il reste une dernière question. J'ai pas le droit à plus. Alors du coup, je suis désolé. Comment ça, t'as pas le droit à plus? On veut pas du Guérin, encore du Guérin. Il faut que t'ailles dédicacer, ça fait déjà 53 minutes qu'on parle. Est-ce qu'il y a des gens, en fait? On sait je sais pas. Bon, en tout cas, si ça termine là-dessus, je m'en excuse, parce que je t'avais dit que je ferais une petite critique. C'est d'autres questions. Vas-y, fais ta critique. Alors, moi je trouve que ça, c'est un truc qu'on retrouvait aussi dans Anne France. Tu laisses beaucoup de place dans la bouche de tes personnages à des discours politiques, militants sur la décadence de la société. Et voilà, j'ai l'impression parfois, c'est pour te demander ta réaction, que parfois tu te sers un peu du récit pour placer
des idées politiques, un discours militant, etc. Je pense notamment à un moment donné, tu discutes avec Antoine, des rappeurs, etc. Même si on est d'accord avec toi, on se dit, mais... Enfin, moi, je me suis dit, en tout cas, qu'est-ce que ça vient foutre là dans le récit, à part un discours, à part un truc, voilà, une conversation de salle de bain. Je voyais pas trop le lien avec le récit. Et voilà, et je trouve que c'est un reproche d'une manière générale qu'on peut faire à beaucoup de romans dans notre milieu, qui est de... on prend le récit et quelque part, allez, on en profite pour placer un peu toutes nos visions politiques des choses. Donc voilà, est-ce que pour toi, est-ce que tu trouves qu'il y a parfois pas un déséquilibre? Est-ce que, à force de trop faire du discours militant, est-ce qu'on ne risque pas de tuer un peu l'art, quoi? Oui, alors, il faut pas que ceux qui nous entendent, je fais pas des tracts politiques, hein. Il y a vraiment un fond, avant tout, c'est un roman. Mais alors, effectivement, alors, je l'entends tout à fait. Alors, mais pour le truc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Anne France, au départ, ça devait être un pamphlet que j'ai habillé d'une narration. Donc, il y a ceux qui sont laissés entraîner par la narration. Ça a été une grande surprise de ma part. Je me suis découvert que des gens aimaient bien quand je racontais une histoire, mais au départ, je savais pas que j'étais capable. Et ceux qui ont, pareil, c'est très bien, mais quand même, il y a toujours ce côté politique et tout. Mais c'était un livre politique. Et de toute façon, je crois qu'aussi, c'est ce qui me... Voilà, c'est ce qui... Je suis comme ça, en fait. J'ai fait un master en politique, à la maison, on parlait politique. Et là aussi, c'est pour répondre à ta deuxième question. Si ça avait été mon deuxième roman, mais que j'ai plus dans la tête et pas ce que j'ai vécu... Mon deuxième roman qui est dans la tête, j'ai eu toutes ces critiques et je ferai un pur roman, quoi. Beaucoup plus subtil. Même mon père, il m'avait dit pour Anne France, ah merde, des fois on sent que c'est un peu appuyé, etc. J'avais dit ouais, ça je pense que c'est des très bonnes critiques. Le problème, c'est que là, ce livre, il est arrivé et que quand, par exemple, tu me parles des rappeurs, des machins, mais c'est des discussions que j'ai avec mon frère, quoi. C'est-à-dire que moi, avec mes frères et principalement comme mon père, et maintenant, même si pendant très longtemps on ne parlait pas, on parle principalement de politique, quoi. Donc là, ça t'a paru peut-être un peu superficiel. Alors toutes les discussions que là j'ai intégrées dans le livre, c'est des discussions que j'ai déjà eues, soit avec mon père, soit avec mon petit frère, soit avec mon oncle Michel. C'est pareil, quand à la fin il me parle je lui parle de réimmigration et tout, c'est des discussions que j'ai eues avec lui, quoi. Alors pour Michel, moi je trouve que c'est hyper bien placé pour le coup, parce que lui il incarne le gauchiste qui lit Libération, etc. et qui se retrouve comme une boule de flipper dans l'enterrement. Voilà. Donc là ça me paraissait pertinent, c'est juste à ça. Oui, mais là où je te dis, si j'avais dû faire un second livre, d'ailleurs mon prochain roman, bon je sais pas quand c'est qu'il sortira, parce qu'il est là, mais bon il va falloir des mois et des mois d'écriture, je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais effectivement là je serais plus dans la suggestion que dans aller, tu vois, les pieds dans le plat, je pense ci, je pense ça, plus laisser une narration se dérouler, laisser des personnages, et après chacun prend ce qu'il veut. Bon, de toute façon, Anne France, au départ, c'était un pamphlet, donc c'était voulu. Là, ça montre aussi qu'on est une famille, entre guillemets, où on aime bien. Enfin, je te dis, avec mon petit frère, je le fais marrer que sur la politique, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on parle, ah, t'as vu ce qui s'est passé et tout, je le fais marrer, je fais un peu mon petit spectacle, tu vois. Donc là, pour le coup, même si c'est pertinent dans l'évolution de mon œuvre, il faut que j'aille quand même dans cette direction, parce que je pense que j'ai dit ce que j'ai à dire. Bon, après, il faut oublier qu'il y a quand même ma poésie, où la poésie, c'est de la pure poésie, même s'il y a des poèmes plus politiques. Quand je vais sortir mon truc de Maxime, là évidemment, il y a une partie qui vont parler de la vie, de l'amour, etc., mais une partie aussi de la politique, ça c'est évident. Mais effectivement, c'est les critiques, je les prends et je pense qu'elles sont bonnes parce que les gens me disent en gros, en fait, on aime bien ta façon de raconter les choses, on voit que tu as ce talent-là pour des personnages, à la limite on aimerait une pure fiction où on se sente pas un peu, pas agressé, mais où tu veux pas mettre ton discours et tout, même si moi je fais aussi un peu ça, c'est-à-dire que j'espère alpaguer les gens sur une forme pour les faire changer d'avis, parce que moi je suis quand même dans le combat culturel, c'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, écrire des livres pour écrire des livres, bon, on fait du beau, moi j'ai fait de la poésie, juste de la poésie parce que c'est beau, mais à un moment donné... merde, il faut convaincre un peu des gens, quoi, parce que là, sinon, en fait, on va pas s'en sortir. Donc, c'est toujours mon côté, un côté très français, en fait. On parle de politique tout le temps. Ouais. Est-ce que j'ai le droit quand même à une dernière citation? Dernière citation, camarade, vas-y. Alors, c'est pour... donc, on voit bien que tu acceptes les reproches, et toi-même, tu as pas mal d'autodérision, je trouve, sur toi-même dans le livre. Notamment, tu parles de toi en te comparant à Jeanne d'Arc. Et tu te dis... Alors non, mais c'est pas pour dire que c'est la même chose, loin de là. C'est plutôt dans le... Et tu dis, alors, c'est toujours en discussion avec Antoine,
Une jeune fille de 17 ans qui a pris le commandement de l'armée française pour bouter l'anglois hors de nos frontières, quand elle voit un Jean Foutre comme moi, bientôt trentenaire, qui comme seule action de résistance à tous les envahissements, se contente de fréquenter des sites internet soi-disant dissidents et d'écrire des poèmes, je comprends volontiers qu'elle le toise avec un certain mépris et qu'elle mette son étendard en berne à son passage. Et je fais le lien un peu sur ce côté un peu... qu'on a tous un peu dans notre génération, hein. Ça va être le sens de ma question sur le côté adulte qui sont encore un petit peu enfants. C'est dans les dernières phrases de ton livre, vous êtes justement face à la Lune que tu le disais tout à l'heure avec Antoine, et tu dis « La Lune était vraiment belle, comme un néon rond accroché au plafond de la nuit, comme une grande veilleuse pour les vieux enfants que nous sommes tous. Adultes, tu parles, tous des gamins tailladés par les rides, des gros bébés décatis qui ont toujours peur du noir et des monstres sous leur lit. » Alors ma dernière question, c'est est-ce que finalement les trentenaires que nous sommes, on ne fait pas partie d'une génération qui a un peu du mal à devenir adulte, et est-ce qu'on n'a pas tendance parfois, de manière grandiloquente, se prendre pour des grands résistants que nous ne sommes pas, des apôtres d'opérette, pour reprendre Maximilien Fritsch. Ouais. Non, après je sais pas si c'est particulier à nos générations. Un petit peu, parce que on est la génération, nous, des jeux vidéo. Il y en a qui y sont restés, hein. Enfin, moi, les jeux vidéo, j'ai pris, je pense que il y a du génie. Enfin, moi j'ai adoré les épisodes de Zelda par exemple, c'est magnifique, les musiques, les machins, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse, moi j'ai arrêté à 17 ans quoi. Voilà. Après j'ai fait de la guitare, après j'ai lu, etc. Parce que je comprends pas, c'est qu'on puisse avoir 35 ans et jouer aux jeux vidéo, mais là c'est une fuite dans le virtuel, hein, c'est clair. L'Européen, il est là, il ose pas dire il y a trop d'immigration, et puis il rentre chez lui, il bute 15 000 Irakiens dans un énième jeu de je sais pas quoi. Enfin, écoute, je sais pas. Quand on parlait de Jeanne d'Arc, c'était juste je faisais l'éloge de l'action en fait, parce que finalement Jeanne d'Arc c'est que ça en fait. Elle a pas écrit donc nous le problème c'est que quand bien même on voudrait, le problème c'est qu'on sait pas quoi faire. Alors, c'est pour ça que moi je dis que si Zemmour y va, ça peut être l'occasion de se confronter au réel, parce que aller sur un marché, ce que j'ai fait, et après un micro-trottoir, rien que ça c'est une aventure, hein. Alors, je vous parle pas des antifas, des machins. L'antifa, ça serait la meilleure des choses. Un peu de sport, un peu de machin. Mais quand t'es confronté aux gens, c'est vraiment pas facile, hein. Déjà, moi qui suis assez timide, aller vers les gens, les déranger. C'est comme pour les draguer, hein. Tu prends 9 ratos sur 10. Après, tu vois la mentalité des gens, tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, t'es vite désespéré. Une campagne politique, ça peut aussi, tu colles les affiches la nuit avec ton pote, ça fait des souvenirs, tu vois. Tu vas sur les marchés, tu fais des choses, tu rencontres des gens. Ça peut, voilà, même si, comme je dis une fois de plus, c'est peut-être une voie de garage, c'est peut-être plein de choses, mais il faut qu'on sorte de la torpeur, là, parce que là, on est sur les réseaux sociaux, nous, on fait ce qu'on peut, mais à un moment donné, là, il faut qu'on aille dans la cité, il faut qu'on se montre, il faut qu'on aille voir les gens, etc., parce que là, donc à nos petits niveaux, c'est peut-être tout ce qui nous est autorisé, parce que le reste, on n'a pas le droit. Si moi, je veux booter, c'est plus l'anglois aujourd'hui, mais si je veux booter l'étranger hors de France, à peine j'y ai pensé, j'ai déjà le GIGN chez moi qui m'arrête, tu vois, donc de toute façon, on sait que là, on est coincé. Mais il va falloir quand même. Mais faire une radio, c'est pas que faire une radio, c'est rencontrer des gens, aller sur le terrain de reportage. Donc vous êtes dans le réel. En tout cas, on essaye. Donc ça c'est bien. Mais je pense que moi je vois beaucoup de braves gars, hein, de 25, 30, 40 ans. Donc je me dis, ça serait dommage que cette génération, dans 30 ans, on meurt en disant voilà, on a fait 4 livres, on a fait notre boulot. Un peu comme la génération justement. Des Serge de Beketch, des machins, qu'on fait leur boulot, mais bon, avec le Front National, ils essayaient quand même, mais bon, ils n'ont pas eu un impact. Je trouverais vraiment un énorme gâchis que toute cette génération, en fait, n'ait pas un impact, en fait, sur l'avenir du pays, et puis qu'on crève de notre belle mort en disant, bon, allez, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, on verra bien, de toute façon, ça, c'est pas moi qui décide. Moi, j'essaye justement de trouver j'essaie d'être positif, quoi, parce que si on est là, chez nous, à dire, rien n'est possible, ça sert à rien, moi, ce qui est important, c'est de mettre en mouvement, et après, qui vivra verra. Et on n'est pas grand clair pour savoir comment ça va se passer, mais il faut toujours préférer un discours, même. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis critique des complotistes, tu vois, parce que même si le complot est vrai, c'est l'impact psychologique, moi, qui m'importe. Parce que quand tu dis aux gens, à soi-disant des militants politiques ou en devenir, en fait, tout est contrôlé, machin et tout, il y a des extraterrestres, je sais pas quoi. Même si c'est vrai, le problème c'est quoi le résultat? C'est on ne fait rien. Moi, je préfère un mensonge qui te fait agir qu'à une vérité qui te laisse chez toi les bras ballants. C'est mon... Tu vois, je relativise. Et Dieu sait si je déteste le mensonge et que je suis un apôtre de la vérité, mais je pense que la vérité, c'est le vice des vertueux. On veut... Tu vois, toujours la vérité, oui, mais pourquoi? Ok, je suis moral, j'aime pas le mensonge. Mais à un moment donné,
si mensonge par omission, si on peut faire donner envie aux gens de sortir chez eux et finalement de récupérer le pouvoir qui est dans la main des gauchistes, quoi, parce qu'il est là le problème. Alors tant que le monde tournait à peu près, mais là le danger il vient chez nous, quoi. C'est-à-dire que ton petit confort avec ta petite maison et ton petit chien, dans 10 ans ça sera plus, enfin c'est déjà à peine plus possible. Donc à un moment donné il faut que les mecs de droite mettent entre parenthèses un peu leur vie, essayent de reprendre un peu le contrôle de la cité, même si ça sera pas facile et on fera pas tout ce qu'on veut, mais voilà, il faut absolument bouger, ça c'est évident. Et ben on avait commencé par un discours militant, on termine par un discours militant. Cher François-Xavier, je te laisse conclure. Exactement, puisque là on retombe sur nos pattes, on avait commencé avec la politique, et on en a parlé juste avant l'entretien, toi et moi Romain, et je voudrais qu'on termine là-dessus. On a ce discours très arc-bouté aujourd'hui sur l'immigration, etc. Bon, bah, c'est tant mieux, puisque justement c'était un sujet interdit pendant des années et des années, maintenant on en parle. Mais est-ce que, et on en parlait tous les deux, est-ce que c'est pas aussi une erreur, ne serait-ce que formelle, de se fixer uniquement là-dessus, puisque toi-même en allant sur les marchés, et moi aussi par exemple en discutant avec des gens du quotidien et sur le quotidien, les gens auront beaucoup plus tendance à parler des PV, de la fiscalité, des impôts, etc., plutôt que de l'immigration. Bah là on parle, c'est-à-dire que si on était dans l'équipe de campagne, dans le pôle communication de Zemmour ou de n'importe qui, un mec qui se prétend de droite et qui a toutes ces idées de fond, hein, qu'on partage, mais là l'idée c'est comment prendre le pouvoir dans un système électoral, on en est là, en plus avec des médias plus ou moins hostiles, etc. Bah la réponse est claire. Je pense que dans un premier temps, pour prendre l'exemple de Zemmour, par exemple, je pense que c'est bien de faire ce qu'il fait parce qu'il n'est pas tout seul. Il lui faut toute une armée en fait autour de lui. Donc il y a besoin de discours très très radicaux pour savoir qui c'est qui va l'approcher. C'est-à-dire les tièdes, les machins, et ça dégage. Donc ça c'est important. Donc je pense que ce qu'il fait c'est important. Quand il parle du grand remplacement, de conflit de civilisation, il faut que les gens qui vont le rejoindre sachent où ils vont, quoi. Et par contre, bah, je pense que en parler oui, mais s'il faut faire 50% des Français plus 1, bah il faut des thèmes. Comme j'ai dit dans mon direct, il faut pour être si on veut être populiste, il faut chercher quand même à être populaire. Et quels sont les thèmes populaires qui touchent les gens ? Malheureusement, le portefeuille, quoi. Ouais, parce que malgré le niveau délirant, quoi, d'immigration en France, il n'y a pas 50% des gens en fait qui en ont conscience, parce que il faudrait qu'il y ait une tribu africaine dans leur jardin pour qu'ils commencent à voir que peut-être qu'il y a un problème d'immigration. Leur fils soit violé 15 fois, et encore, des fois il y en a, ils arrivent à excuser. Donc, je pense que, sujet qui touche tous les gens, ben voilà, on parlait, moi, je sais pas, du permis à point, mais aussi c'est, alors, ça peut paraître un peu, voilà, un peu bas et tout, mais c'est aussi ça qui nous casse les couilles en fait à longueur de journée. C'est-à-dire que l'État français bolchevique nous casse les couilles aussi, où t'as peur de j'ai combien de points, je vais perdre 3 points, le radar et tout. Donc au-delà du fait que ça touche tout le monde, je pense aussi c'est un signe de dire aujourd'hui on change de braquet, on va faire une politique pour les Français. Ça fait 70 ans en fait qu'on vous a pas posé, enfin qu'il n'y a pas une loi qui était pondue pour vous. Donc déjà je fais un signe fort, et en plus ça serait très bien, parce que enlever des radars et remettre le permis, en plus c'est une promesse électorale, le mec tu peux la chiffrer, 0. Bah les couilles, c'est administratif, peut-être que ça va coûter 300 000 € pour changer les trucs, mais c'est bien déjà de faire des promesses qui sont tenues, qui font plaisir à tout le monde, et que tu pourras tenir, et qui coûtent 0. Donc je pense qu'il y a ça, il y a la fiscalité, et effectivement il faudra parler de l'emploi, du chômage, parce que voilà, mais il faudra trouver des thèmes, parce que voilà, tu dis quand t'es au bistrot, t'es au machin, tu parles d'immigration, de grand remplacement, ou même de ce que tu veux, de géopolitique. Bon les gens ils sont là, ils boivent du Ricard, puis alors dès que le mec tu lui dis d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais c'était un mec qui avait milité pour le Front National, et qui me disait ça. Réunion de militantes, avec les sympathisants, etc. Et dès que le sujet des radars a été sur la route, c'était parti. Tout le monde avait quelque chose à dire, donc les mecs se sentaient impliqués, et j'ai souvenance que Jean-Marie Le Pen en parlait assez souvent pendant un temps, Les radars qui font chier les Français, le permis à point. J'entends plus Marine en parler, tu vois. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à des choses qui
qui opprime en fait la France. Je veux dire, les autoroutes, c'est vrai, c'est vraiment devenu un lieu fasciste, quoi. C'est-à-dire que tu peux plus. Je veux dire, si les autoroutes étaient surveillées, enfin, si les banlieues étaient surveillées comme étaient les autoroutes, je veux dire, putain, ça serait, il y aurait pas de problème. Donc oui, je pense qu'il faut faire du populisme pur et dur. C'est un peu comme, c'est la même chose que pour l'euro, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien ce que fait Philippot là, sur la dictature sanitaire, mais je reste persuadé, pour avoir bossé sur les marchés, par exemple, moi, il faudrait que j'explique à Philippot que, des mecs comme Massolino ou d'autres, mais enfin, bon, là, je parle de Florent Philippot. Quand j'étais sur les marchés, ils ne voulaient même pas entendre parler de la sortie de l'euro. Pourquoi ? Pour une raison très pragmatique. Ils ne voulaient pas changer de caisse enregistreuse, en fait. Juste ça. T'as beau lui expliquer, faire des conférences, oui, l'euro nous ruine, machin. Lui, il dit, moi, je vends du pain sur le marché. Si toi, tu passes ta merde, je vais devoir investir encore 600 €. Non, tu vois, on est là. Donc, moi, je pense que pour des sujets comme ça, je l'ai toujours dit, une fois que tu as le pouvoir, tu passes ce que tu veux. Tu es politique de la chaise vide, tu sors de ce que tu veux. Mais le français, je pense, moi, en tout cas, il sera jamais pour la sortie de l'euro et de l'Europe, je pense. Donc j'espère que pour ça aussi, pour les grands sujets comme ça, donner un peu, tu vois, faire des discours un peu souverainistes, comme le peut faire avec Zemmour ou d'autres, donner un peu l'envie, mais pas de dire on va sortir de l'euro. C'est ce qu'avait fait Marine Le Pen là, quand elle a saboté sa campagne justement avec Philippot. Elle avait fait tout ce qu'il fallait pas faire. Elle a tendu la main en fait à Mélenchon, alors qu'il fallait tendre la main aux électeurs de Fillon, et elle a fait tout un truc sur l'euro et tout, où sur les marchés les mecs ils disaient bah moi le Front National oui, parce que je suis pour la sécurité, l'immigration j'en ai marre, bah enfin sa connerie d'euro j'y vais pas, ça me fait trop peur quoi. Donc elle s'est sabotée, tu vois. Voilà en gros, mais ça bon, il faudrait être conseiller stratégique de la campagne d'un candidat de droite nationale, mais j'espère quand même que ils vont avoir le bon sens de faire ce genre de truc, enfin en tout cas je le souhaite. Et peut-être, qui sait, peut-être que je serai dans ce cabinet stratégique. Ultime question, Romain, très synthétique, très courte. Peux-tu donner quelques références à nos auditeurs, notamment les jeunes auxquels je pense à chaque fois, pour qu'ils grandissent avec des choses intéressantes, des romans, alors les tiens bien sûr, mais les miens bien sûr, des romans, des films, voilà. On dit qu'on cirait pas trop les pompes quand même. Bah, je sais pas. Après, ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est pour te former intellectuellement? Est-ce que c'est pour te réenraciner à la France? Dubo, tiens, Dubo qui toi par exemple t'a marqué hein, un film, Dubo non mais déjà pour vraiment les très jeunes qui auraient jamais vu ça, forcez-vous à regarder les films de Audiard déjà. Avec internet vous pouvez le trouver facilement. Ça prend 5 minutes, hein. C'est du noir et blanc, c'est un rythme différent de ce que vous regardez habituellement. Forcez-vous 5 minutes, vous allez être séduit par la langue, vous allez voir qu'il y a eu des bonhommes un jour en France et pas que de la fiotasse. Après, pour politiquement parlant, pour savoir ce que c'est enfin, j'aime pas conservateur, moi je suis pas conservateur, mais on va dire quelqu'un réellement de droite et pas genre c'est l'UMP ou machin. Faut lire Mes idées politiques de Charles Maurras. C'est parce que c'est très synthétique, c'est très court et il revient sur voilà, qu'est-ce qu'un homme de droite, qu'est-ce qu'il croit, et vous allez voir finalement que vous allez être d'accord avec tout. Bon après moi je suis passé par la poésie, hein, je suis passé par Baudelaire, aussi ces petits poèmes en prose. On parlait de Pascal tout à l'heure, comment c'est les pensées de Pascal, pas forcément l'apologétique dont on parlait, mais les petites phrases. Voilà, après il peut y avoir plein de trucs, hein, mais déjà pour le cinéma, soyez séduits par Audiard déjà, puis après vous allez tomber sur un entretien d'Audiard qui va vous dire qu'il lisait Bossuet, qu'il lisait, c'est un très grand lecteur, vous allez tomber, vous allez dérouler le fil et Audiard va vous faire des conseils de lecture, vous allez lire d'autres trucs, vous allez tomber sur d'autres choses, et puis voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup une émotion vraiment purement esthétique, même s'il y a sans doute la politique derrière, en roman. Bah émotion esthétique, j'en ai pas eu beaucoup au sens vraiment, tu vois, enfin ça peut faire plaisir, des fois pleurer, mais émotion esthétique, j'en ai eu que 2. J'ai eu un sur un passage du Voyage au bout de la nuit. Tu l'avais déjà dit, ça. Ouais, je me souviens plus duquel. Je l'ai relu entre temps. Admirable, c'est vrai que je sais pas, il a été là, il a été vraiment inspiré. Ce que je retrouve pas dans ses autres livres, hein, mais celui-là, voilà. Et c'était sur une peinture, je crois, de Rembrandt. Je me souviens un peu aussi duquel, ou d'un coup, voilà. Mais ou après, ça va être sur plus des paysages ou des églises, mais vraiment, tu sais, une émotion forte, c'est pas évident quand même. Parce qu'en plus, moi, je crois que je disais que l'esthétique il était un peu ma vie, mais je crois que
ce qui me gâche un peu la vie, c'est que je suis trop perfectionniste. C'est-à-dire qu'en gros, même chez les gens, je vais voir tout de suite leurs défauts physiques. Je suis très dégoûté par les trucs qui sont pas beaux. Donc, alors que la vie, c'est pas que ça, tu vois. Mais moi, c'est ce qui me permet d'être très performant dans ce que je fais, parce que je filtre. Dès que je vois un truc moyen, je le filtre, et donc j'essaye d'avoir une exigence. Par contre, dans la vie de tous les jours, des fois c'est compliqué, parce que moi, dès que je suis pas dans une vieille ville médiévale, je trouve ça dégueulasse et je suis pas bien. Pour les femmes aussi, j'ai toujours été très difficile, quoi. Je les trouve pas, il y en a pas beaucoup qui se trouvent grâce à mes yeux. Donc voilà, c'est compliqué. Même un lieu où tu vas habiter, tu vois, va falloir que tu le fasses un peu à ton goût, parce que moi ça me déprime vite en fait. Mais je pense que d'autres peuvent avoir des émotions artistiques. Esthétique peut-être plus facilement, mais on va dire que moi je suis un dur à cuire, donc après ouais, il y a eu comme ça peut-être des passages de Racine par exemple, mais je me souviens pas, où je me dis attends putain, le mec là on frôle avec l'excellence, quoi, tu vois, je viens de lire un paragraphe, c'est parfait, tout est là. Avec Baudelaire évidemment, ou et Verlaine, quand t'as des trucs qui sont bien, mais tu vois, il me faut ce niveau là, quoi, il me faut tu vois, il me faut du Shakespeare, on va se contenter un petit roman de gare, voilà, et effectivement le Requiem de Mozart. Pour moi, j'adore Chopin. Pour moi, Chopin, pour moi, c'est le plus grand. Mais si j'avais qu'une musique classique, ça serait le Requiem. Pour moi, c'est absolu. En fait. Et là, oui, je me vois me baladant à Paris, par exemple, avec ça dans les oreilles. Et là, c'était la guerre des étoiles, en fait, quoi, dans ma tête. Hein. C'était, et je le réécoute toujours avec le même. Pour moi, c'est définitif. Il y a pas plus génial en musique que le Requiem de Mozart. Bon, et ben nous terminerons avec ce bon vieux Mozart. Sur une musique de funérailles. Bon vieux Wolfgang, hein, qui a fini à la fosse commune. Hein, je tiens à le rappeler quand même. Hein, donc, voilà, comme quoi. Bah, en tout cas, Romain, merci. Bah, merci, je crois que. D'être revenu à nos micros. Et puis, de toute façon, chers auditeurs, avec cet entretien-là, bah, vous en aurez 3. Donc vous aurez l'intégrale Guérin sur la radio, et il y en aura certainement d'autres de toute façon. Oh bah avec plaisir. Moi, Merci Perceval. Merci François-Xavier. Et merci à vous chers auditeurs si vous nous avez écoutés jusque là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage avec vos amis, ennemis, anti-Zemmour et pro-Zemmour. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, ça. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Ça va faire monter l'algorithme. Faudra mettre Zemmour dans le titre, je vais faire putaclic. Ouais, hein, Zemmour sinon, pour ou contre. Ouais. Zemmour dans le titre, tu fais au moins 5000 vues minimum. Ah ouais, c'est vrai. Et si vous Et voulez. Tipeee aussi. Et Tipeee aussi. Hey, Aljan. Le réel, le concret. Et si vous voulez lire les ouvrages de notre auteur, eh ben, ils sont disponibles à la librairie Les Deux Cités à Nancy, mais aussi sur. Tu as un site internet, je crois. Oui, alors j'ai mis sur Amazon très rapidement parce qu'ils étaient déjà en occasion, donc quitte, il fallait que j'occupe la place, même si, et quelque part, je préfère Amazon à toutes les librairies gauchistes, donc pour ça, j'ai pas tellement de. Mais principalement, vous tapez Romain Guérin sur internet, le premier résultat, quoi, c'est mon site. Donc c'est moi qui gère tout. Je suis un ouvrier, artisan, écrivain, donc je gère toute la chaîne de production. Auteur, compositeur, interprète, tout. Non, mais ce qui est assez important aussi, on le dit aux gens, je sais pas si ça permet de les séduire, mais effectivement, vu que je m'occupe de tout, quand vous achetez un livre, c'est important pour moi. C'est-à-dire que je me fais pas 50 centimes d'euros. C'est-à-dire que vous pouvez concrètement, vous achetez un livre, bah, vous m'avez soutenu à hauteur de 10 euros, ce qui est assez important. Donc il faut, c'est-à-dire que si j'avais une base de lectorat de ne serait-ce que 1000 personnes, sans en vivre, ça serait plus cohérent, ça serait déjà plus confortable. Voilà. Donc investissez dans le bon et investissez l'authentique. dans le guérin, c'est comme la pierre. Voilà. Le guérin, c'est sûr, c'est une valeur sûre. Ça ne se dévaluera pas avec le temps, bien au contraire. Contrairement au Bitcoin. Merci à vous, chers auditeurs. Et puis, vous connaissez la chanson, hein, La vie commence toujours demain. Et on les cœurs. Quand on fait des dialogues ou qu'on adapte, de temps en temps, on n'a pas l'impression d'assassiner une œuvre, Michel Audiard. Non, moi ça dépend. Il y a deux catégories de romans. Quand on parle, moi je préfère partir d'un roman, j'ai toujours préféré ça. Ou c'est de la littérature de guerre, mais où il y a un bon moteur, ce qui peut arriver. Il peut y avoir un très bon point de départ d'un film dans un très mauvais bouquin, très mal écrit. Ça c'est vu. À ce moment-là, on n'a aucun scrupule à foutre cette littérature en l'air, parce que c'est d'abord pas de la littérature. Vous comprenez ? Si on adapte un roman de Simenon, si on adapte un roman de Georges Simenon, si on adapte un véritable auteur, si on adapte Balzac, si on adapte le tout... Céline. Je m'étonne que vous ne citiez pas Céline. Mais oui, mais Céline, on n'a finalement pas osé, vous comprenez, parce que la littérature à ce niveau-là, alors là, on ne peut que saloper le coup.
Moi, je suis ravi que le voyage se soit jamais tourné tout à fait d'entre nous. J'ai poussé des cris horribles à ce moment-là en disant que les producteurs étaient tous des abrutis de ne pas faire le voyage. Mais Dieu merci, on n'a pas fait de voyage. Parce qu'on se ridiculisait pour la postérité.